Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous écoutez Lire du dire, lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je suis aujourd'hui avec Philippe Tancelin. Philippe Tancelin qui est docteur d'État en philosophie esthétique, professeur émérite des universités, chevalier des arts et des lettres et qui dirige 2 collections chez l'Harmattan, les poètes des 5 continents et témoignages poétiques. Aujourd'hui, pour cet auteur, Philippe Tancelin, la poésie doit participer à la construction d'une nouvelle approche politique. Il est très actif, il est très engagé. Il a fondé en 91 avec Geneviève Clancy et Jean-Pierre Fay le Centre international de création d'espaces poétiques et de recherche, le CIECP, et le collectif Effraction. Il anime également de nombreux ateliers de création poétique dans les milieux carcéraux ou dans les milieux précarisés. Alors, Philippe Tancelin va corriger tout ce que je viens de dire parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses. Merci d'avoir accepté mon invitation, Philippe. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et merci de m'accueillir. Merci à toi. Alors, tout cet engagement qui est le tien, c'est immense. Tu mets la poésie finalement en pratique, dans une pragmatique. Voilà, et aussi pourquoi la poésie. Voilà, ça fait 2 questions. Alors, pourquoi la poésie ? Parce que je pense que dans un monde très rationnel et très rationalisant, y compris conceptualisant à l'excès, souvent, parvient à, je me réfère à Gaston Bachelard, parvient à obstruer l'imaginaire. C'est-à-dire comment le concept, à un moment, vient faire obstacle à l'imaginaire. Et donc, la poésie, elle me semble être la langue qui est la seule, peut-être, capable de dépasser cet obstacle et de permettre justement l'ouverture sur un imaginaire sensible. Tu veux dire que la langue ne serait pas captivée par des prêts-à-penser ou... Ça exige un travail sur la langue. Oui. Dans cela que c'est un combat. C'est-à-dire que la poésie, la langue poétique, c'est un véritable combat, une véritable résistance à la langue de communication, qui est avant tout une langue d'information et d'information, je dirais, d'ordre, qui donne des ordres, ou qui entérine des incertitudes comme des vérités, et qui nous assène à longueur de journée, sur tous les médias, pour la plupart des médias en tout cas, des vérités. On est dans des affirmations péremptoires et qui jamais ne questionnent profondément, ou quand il y a questionnement, ce sont des questionnements de vitrine, si je puis dire. C'est une langue de manipulation, probablement. Alors toi, la poésie, est-ce qu'on peut dire que c'est ton genre de prédilection ? C'est là que tu résistes le plus, que tu es le plus résistant, que tu peux exprimer ce que la prose peut pas exprimer. Disons que j'ai fait ce choix de la langue poétique, au nom de ce que je viens de dire, y compris quand j'étais à l'université d'ailleurs. J'étais très non pas malheureux, mais je veux dire j'étais quand même très limité par la langue universitaire, et je ne m'interdisais pas d'introduire dans cette langue universitaire des vacuoles poétiques ou de poésie. Voilà, ce qui était quelquefois très bien vu ou quelquefois moins bien vu. Voilà, c'est le poète. Voilà. Mais oui, donc c'est un choix que j'ai fait. J'ai aiguisé l'arme de la poésie, donc l'arme de la langue. Oui, pour mener un certain nombre de résistances et de combats dans ce monde. Et quand tu dis l'arme de la poésie, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi cette langue poétique, justement, est vecteur de liberté ? Comment ça marche ? Parce que je pense qu'elle fait effraction. Oui. Elle fait une effraction profonde
à l'intérieur de la langue de communication. Vraiment. Elle fait, et je vais prendre une image. Je pense que on ne sort pas du ventre de sa mère sans effraction. Mmh. Et on est immédiatement précipité dans le monde par effraction. On fait effraction dans le monde dans lequel nous sommes précipités au sortir du ventre de la mère. Et effraction parce que la place ne nous est pas réservée dans ce monde, elle ne nous est pas donnée. Donc il va falloir non, sinon la prendre, il va falloir la créer. Et la créer avec les autres. Ce qui permet de joindre l'histoire individuelle à l'histoire collective. Voilà. Donc oui, pratique de la poésie comme pratique effractive. Je n'aime pas le terme effractionnant. Comme effractive dans la langue de communication et qui, par cette effraction, va permettre d'ouvrir un certain nombre d'espaces de liberté, de questionnement, de réflexion et de suggestion, sans jamais prétendre ni sauver le monde, ni apporter quelques réponses que ce soit. Les réponses, ça n'est que... On ne répond pas, ou alors au sens propre du terme, du respondere latin, c'est-à-dire d'assumer la responsabilité de son propos, de sa déclaration, de son verbe, voilà, la responsabilité de son verbe. Ce qui est très difficile aujourd'hui, d'assumer la responsabilité de son verbe. On aimerait bien que, dans le courant de la communication sociale, on assumât mieux la responsabilité de son verbe. Ça éviterait de dire autant de bêtises et ça permettrait peut-être, oui, de faire se développer l'intelligence collective. Qui passe peut-être alors, si je te suis bien, par le développement de chacun de l'intelligence bien sûr, particulière. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais est-ce que oui. C'est quand le singulier devient pluriel, tout en conservant sa singularité, qui n'est pas de l'ordre, il ne relève pas de l'ordre de la différence, qui n'est pas la même chose du tout. Nous sommes chacune et chacun singuliers. Et notre singularité ne se développe, ne se déploie que dans le pluriel des autres, avec les autres. Est-ce que en ce moment, évidemment, on essaie d'étouffer les singularités, enfin depuis à peu près toujours. Oui, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est que les moyens d'étouffement sont plus sophistiqués qu'ils n'étaient jusqu'alors. Voilà, on avait jadis, on pouvait parler de muselière, on pouvait parler de garrot. Là, on n'est ni dans la muselière, ni dans le garrot, on est comme la Boétie le dit, dans le consentement à l'autocensure. Est-ce que c'est également dû aux multiplications des vecteurs de communication ? C'est-à-dire que plus on a de moyens de communiquer, réseaux sociaux, Internet, les écrans, et moins on peut exprimer notre singularité finalement, moins on communique. Je ne sais pas si c'est une question quantitative, je pense que c'est une question qualitative. Oui. C'est-à-dire que les espaces d'expression dans la société, je parle de la France, parce que c'est la société que je connais le mieux, dans l'espace social français, en France en tout cas, je pense que les espaces de liberté sont occupés, comme des territoires occupés. Ils sont occupés par une majorité de parleuses et de parleurs qui se nomment les experts, relayés par des gens qui s'appellent les journalistes. Ah oui. Ou les animateurs, ce qui trahit le terme, parce que animateur, c'est donner de l'âme, et je crois qu'il ne donne pas beaucoup d'âme, c'est l'inverse. Voilà, et que ces espaces d'expression sont devenus des territoires qui sont complètement occupés et par ces parleurs, ces parleuses, ces copistes, moi j'appelle les copistes, c'est-à-dire des gens qui copient les ordres qui viennent d'en haut. Quand j'ai dit d'en haut, c'est-à-dire de toutes celles et ceux qui prétendent écrire le sens de la vie pour les autres. Voilà. Et ça se traduit tout simplement par « les Français veulent ».
Les Français disent. Les Français ont besoin de... Ça, c'est la parole du pouvoir, et c'est la parole des ignorants, je pense, profondément. Des ignorants prétentieux qui prétendent savoir et se substituer justement à la parole et à la vie des autres, en voulant leur écrire les gestes quotidiens et leur devenir, ce qui est profondément insupportable. Et le poète, il est où là-dedans alors le poète. Est-ce qu'il est désiré par cet espace-là? Est-ce qu'il est pas un peu marginalisé? Il n'a jamais été désiré par cet espace. Il a toujours été. C'est Sartre qui exprimait ça assez bien en disant la poésie est à la fois la plus appelée au secours et la plus mal vécue, hein, et la plus grandement tensée. Hein. Alors quand on a besoin d'elle pour distraire, hein, pour opérer des distractions, c'est-à-dire au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire tirer hors d'eux, et puis introduire ou prétendre que la poésie va créer une embellie par rapport à la réalité sombre, ce qui n'est pas le cas, parce que voilà. Il n'y a pas d'embellie. Enfin, si la poésie créait une embellie, je veux dire, elle serait mystificatrice. Alors, ce que je ne pense pas. Enfin, quand je dis la poésie, je parle en général, là, mais j'ai tort. Voilà. J'ai tort, parce qu'il y a pas la poésie, il y a des poètes, et puis des poètes qui servent un certain nombre de choses, et puis des poètes qui desservent un certain nombre d'autres choses. Ce qui me fait... dire sans prononcer quelque jugement ou quelque appréciation que ce soit, mais néanmoins distinguer ce qui est... distinguer qu'il n'y a pas la poésie comme ça en soi. Il y a des poètes, il y a des femmes et des hommes qui se consacrent à l'écriture d'une langue traversière, comme disait René Char, traversière, qui traverse, et qui, en traversant, fait effraction. Alors, il y a des femmes et des hommes qui... se consacrent aux effets de cette traversée, et puis d'autres qui n'en ont pas grand-chose à faire, qui traversent pour traverser uniquement. Voilà. Est-ce qu'il y a des poètes de cour? Bien sûr. C'est-à-dire d'une poésie qui... Bien sûr qu'il y a des poètes de cour, bien sûr. Bien sûr. Pas seulement de cour au niveau dans leur rapport au pouvoir, mais de cour dans leur rapport à la langue. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent tout à fait dans une langue dominante et une langue d'ordre, voilà, qui est un petit peu, qui est enjolivée, voilà, comme une voiture avait des enjoliveurs, eh bien voilà, on enjolive la langue d'ordre, et ça donne un certain type de prétendue poésie. Pour moi, ça ne l'est pas, mais ça c'est mon opinion personnelle. La poésie est ce qui fait effraction. Ah, je le pense profondément. Je le pense profondément. Et justement, est-ce que tu voudrais nous lire un peu de ta poésie effractive, éminemment effractive? Tout de suite. Oui, un peu, ouais, je voudrais bien, un tout petit peu. Alors, si tu veux bien. Oui. Eh bien, vous lire... T'as fait combien de recueils? T'as écrit énormément. Une trentaine. Ah oui, oui. Ouais. Eh oui. Voilà, toujours ça. Il fait très chaud. Toujours l'orage. La subtile illusion de sa musique dans tes yeux. On entend les pierres s'apaiser l'une l'autre du divorce, entre les ruines là-bas et l'obstinée définition où nous vivons ici. Tu prends un à un les cailloux pour me les tendre, tu mets des fleurs dans le berceau, tu t'assieds à ce bord qui joint l'attente à la nuit perpétuelle. Il y a du monde en inquiétude, que de joies expulsées au devant du matin, que de baisers reposés en ce lit de silence pour que rien ne transparaisse. Soudain,
Tu me demandes si la violence participe de l'inachèvement des choses. Et quelle histoire se dérobe à notre harmonie? Quelle pensée est alors broyée au ventre? Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je suis avec Philippe Tancelin qui vient de nous lire un extrait de quel recueil? Alors ça, c'est un extrait d'un recueil que j'ai coécrit avec Geneviève Clancy, justement, et qui s'intitule L'esthétique de l'ombre. D'accord. Alors qui est conçu soit à partir de poèmes courts, soit encore d'aphorismes, et chacun des poèmes courts ou des aphorismes est déplié ensuite dans une seconde partie du livre. Alors, je peux vous lire la dépliure de ce texte que je viens de lire. Il n'y a d'engagement poétique que par le mot, en lui, pour une bastonnade de tous ces sens d'ordre, de rationalité qui mortifie l'expression originelle de l'homme. La poésie fait jaillir les forces bouillonnantes que l'homme vivant détient par tout son corps fébrile, avide de parler en résistance contre les garrots que place sur sa sensibilité le rationnel et ses impératifs. Un tel engagement poétique est périlleux et apeurant pour tout ce qui en l'homme le fait hésiter à naviguer sur l'océan des sens, prendre le risque des grandes étendues sans repère, sans indication de l'histoire. Or, l'histoire ne dicte rien à l'homme en son devenir. Rien qui soit formulé, transmissible à son esprit comme tel, dans le langage articulé de sa pensée. L'histoire demeure ce souffle porteur par lequel s'ouvre une respiration dans le langage clos des représentations toutes faites. Telle respiration s'ouvre d'ailleurs à bout des mots articulés. Elle permet une libre circulation des forces fulgurantes des faits à l'intérieur de l'organisme, dans les parties les plus secrètes du corps, pour nous faire expérimenter notre profonde intelligence sensible des choses, découvrir l'être de ces choses. Merci beaucoup. Justement, avec Geneviève Clancy et Jean-Pierre Feit a fondé le Centre international de création d'espaces poétiques et de recherche. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux évoquer cette structure et puis pourquoi? Oui. Alors nous avons fondé ça avec Geneviève Clancy, qui était elle-même philosophe, qui nous a quittés en 2005. Et qui enseignait donc la philosophie à Paris 1 Sorbonne, et avec Jean-Pierre Feit, qui était à l'époque qui dirigeait à l'époque le Collège international de philosophie. Et on avait donc créé ce centre de recherche qui s'appelle Centre international de création d'espaces poétiques et de recherche. Donc qui n'avait rien à voir avec, je dirais, une recherche en poétologie, comme on dit aujourd'hui dans l'université. Et la vocation, en fait, de ce centre, c'était de susciter le vis-à-vis de la poésie avec des expressions artistiques qui sont très territorialisées. Hein. On a connu ça dans les années 69, 68, 69, à Vincennes en particulier. On avait vraiment déterritorialisé l'espace artistique. C'est-à-dire, non pas en créant une espèce de mélange, mais vraiment en créant, c'était plus que de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire c'est de la transdisciplinarité, c'est-à-dire que ça traversait ce qui étaient les territoires disciplinaires, artistiques. Tu veux dire que pour les auditeurs, il y a un lieu où il y aurait de l'art ou de la poésie et les autres ne sont pas dédiés à ça. Or, le propos était d'offrir l'art et de le sortir des carcans dans lesquels on le kidnappe. Tout à fait. On s'en sert politiquement pour... Tout à fait. Okay. Donc c'était pas le sortir de ces territoires, mais c'était lui permettre de sortir lui-même, de créer les instruments de cette déterritorialisation, pour reprendre un terme guattarien. Oui. Hein, voilà. Et en fait,
Donc, ce centre, il avait donc pour vocation ça, susciter le vis-à-vis entre la poésie en tant qu'elle est traversière, au sens de René Char, Oui. elle traverse. Donc la poésie en tant que traversière, et donc de faire surgir, alors là on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de faire surgir les singularités des expressions artistiques, donc de leur permettre de mesurer, d'apprécier l'écart qu'il y a entre elles. Mais grâce justement à la traversée de la poésie, cet écart n'est plus un écart de séparation, mais c'est un écart de liaison. C'est l'écart qui lie, lie. Je reprendrai peut-être pas une parabole, mais une allégorie de Khalil Gibran, le poète libanais qui dans un de ses recueils, je crois que c'est Le Prophète. Voilà, le prophète et ses disciples ont marché à travers le désert toute la journée, ils sont fatigués, et il leur propose de se poser, de s'arrêter un moment et de souffler, de reprendre leur souffle. Et c'est l'occasion pour leur de discuter et de poser des questions, de se poser des questions. Et il y a parmi les questions que le prophète, Al-Mustafa auquel il se trouve confronté de la part des disciples, c'est quoi l'amour? Et il répond ceci: l'amour, c'est un temple. Pour que ce temple tienne, il repose sur des colonnes. Mais pour qu'il tienne sur ces colonnes, il faut encore que ces colonnes fussent à l'écart les unes des autres. Donc c'est bien l'écart qui lie. C'est un écart qui lie et non pas un écart qui sépare. Donc c'était ça un peu la vocation de ce centre de création d'espaces poétiques, c'était d'ouvrir des espaces à partir desquels les différentes expressions artistiques allaient pouvoir à la fois exprimer leur singularité, apprécier l'écart, ce qui les distingue les unes des autres, et faire que cet écart soit perçu et bien vécu comme liant, ce qui n'a rien à voir avec un mélange ou un patchwork, ce à quoi on a pu assister à travers la prétendue rencontre des arts, qui sont souvent des mélanges ou des patchworks où c'est la confusion totale et où chacune des expressions perdant sa singularité n'est plus en mesure de se rassembler avec quiconque. Alors est-ce que tu peux nous donner un exemple de réalisation? Alors il y a eu beaucoup de réalisations, on a créé beaucoup d'ateliers de création poétique, pas d'ateliers, c'était pas des créations, des ateliers d'écriture. Moi, j'aime pas. C'est quoi la différence? C'est parce que il y avait certes, moi j'avais quand même mis au point un certain nombre d'exercices qui permettaient, je dirais peut-être de franchir l'obstacle, de faire franchir l'obstacle de la page blanche. Bon, c'était tout simple à l'époque, c'était ce que j'appelais une création, d'un espace, c'est-à-dire, en fait, c'était par la lecture. C'est-à-dire, je lisais 20 minutes de poésie qui était qui était construit à partir de fragments de poètes très, très différents. Donc, c'était 20 minutes d'écoute, simplement. Voilà. Parce que l'écoute de la poésie, enfin de certaines poésies en tout cas, permet justement d'accéder à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'accéder et d'ouvrir les portes un peu de son imaginaire, de décoller, pour parler un peu trivialement. Et puis ensuite, donc, il y avait ces exercices que j'appelais les écritures sous influence. Voilà. Donc il y avait des ateliers, et puis il y avait surtout beaucoup de propositions de recherche à partir de thématiques qui pouvaient être sur justement la notion d'écart, sur le concept d'écart, sur la transmission, transgression, sur il y a eu à chaque année, il y avait des thèmes de recherche qui étaient proposés, et le centre, il avait donc le mérite de rassembler à la fois des artistes, mais aussi des philosophes, et puis aussi des scientifiques, des gens des sciences dures, dites dures, qui d'ailleurs dans leur aujourd'hui encore, qui dans leur volonté, dans leur désir de non pas de communiquer, mais de transmettre le fruit de leur expérience, passe souvent par la métaphore poétique. Est-ce que les plus grands inventeurs, j'ai pas envie de dire chercheurs, mais ceux qui trouvent, sont des poètes peut-être,
qui sortent du langage. Bien sûr, oui. Mais je pense qu'il y a un langage scientifique qui fait effraction. Oui. Et qui rejoint la langue poétique, bien sûr. Il y a une poétique des mathématiques. Ah oui. Il y a une poétique de la physique quantique. Et donc, le collectif Effraction, c'est pas la même chose. Non, le collectif Effraction, le Centre international de création d'espace poétique, il a cessé ses activités au moment où moi je suis parti en retraite. Et là, je dois avouer que la question s'est posée de la transmission. Ouais. Voilà. Et donc j'ai créé, en 2000, nous sommes en 2024, donc en 2014, c'est ça. En 2014, donc j'ai créé le collectif Effraction. Alors, qui repose à la fois sur le même principe de la rencontre, etc. On organise des soirées, à la fois de lecture, mais de discussion avec des artistes, pas seulement avec des artistes, je veux dire avec toutes les personnes qui ont envie de réfléchir et qui n'ont pas nécessairement une fonction de réflexion à l'intérieur des espaces institutionnels. Voilà. Donc, et la vocation là du collectif Effraction, c'est, je dirais, alors là, d'envisager comment on peut, à l'intérieur de la cité, que ce soit avec la poésie ou avec d'autres manifestations esthétiques, on peut réinscrire la démarche d'expression humaine sensible, la réinscrire dans l'histoire et dans le présent, dans le quotidien, dans la cité. Ça résonne pas mal avec le concept de poète civil de Pier Paolo Pasolini. Hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que, parce que j'ai lu donc, la poésie doit participer à la construction d'une nouvelle approche de l'histoire. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est en lien avec la création de ce collectif, effectivement. Oui. Bon, par exemple, ce que je vous ai lu tout à l'heure, là, mais de façon peut-être un peu plus dépliée, mais je veux dire, c'est quand même cette démarche-là, c'est-à-dire qui consiste prenons l'exemple d'un événement qui arrive, que ce soit un événement d'actualité. Bon, à la fois, l'événement d'actualité fait signe. Il fait signe il est l'expression d'une réalité concrète, et cette réalité concrète fait signe d'un essentiel qui n'est pas nécessairement visible, qui n'est pas nécessairement vu, en tout cas qui n'est pas vu. Voilà. Donc j'appelle d'ailleurs l'invu. Oui. Hein, on pourrait dire que, prendre un exemple très simple, les gilets jaunes n'étaient pas des invisibles, ils étaient des invus, c'est-à-dire des gens qu'on n'avait pas vus et qu'on ne voit pas. D'ailleurs, pour se mettre à vue de nous, des autres, ils ont mis des gilets phosphorescents, des gilets jaunes. Voilà. Mouvement qui continue, je tiens à le dire. Qui continue, qui infuse, bien sûr, souterrainement, et qui ressurgira vraisemblablement à une occasion ou à une autre. Et qui ont des réunions hebdomadaires, une AG d'ailleurs, non pas longtemps, la cantine des gilets jaunes tous les mercredis, à l'Aérie de Montreuil, donc qui est actif. Tout à fait. Bon, voilà, je prenais cet exemple des gilets jaunes à propos des invus, et non pas les invisibles. C'est quand on. Moi, je suis très, je sais pas si précautionneux, mais j'essaie d'avoir du soin avec les mots, voilà. Et avec les mots non pas tout fait, mais les mots qui prétendent recouvrer des réalités et en fait qui en perdent l'essence. Hein, voilà. Bon, donc de même pour ce qui est de l'indicible, il n'y a pas d'indicible, il n'y a que des indis. Il n'y a que des innommés, il n'y a pas d'innommables, il n'y a que des innommés. Hein. Voilà, donc... Oui, donc le collectif Effraction, pour revenir à notre propos initial, le collectif Effraction, donc il a pour vocation de poser un certain nombre de questions partant du concret, partant du temps présent, et je veux dire de réfléchir sur les perspectives que peuvent dessiner des
démarche singulière, alternative, y compris en passant par les expressions artistiques, mais pas seulement. Mais pas seulement. Quelles autres choses alors? Je prenais on pourrait prendre les exemples des manifestations, je veux dire. Mais dans l'histoire même, je veux dire, sans remonter à l'Antiquité, je veux dire, si on prend au niveau de la France, si on prend les grandes périodes révolutionnaires, 1789, 93, 1830, 1848, 1871, 1936, 1968, et puis depuis 1981, quand même, une série de mouvements sociaux qui ont tenté de construire une autonomie. Une autonomie, c'est-à-dire par rapport aux forces traditionnelles, politiques, des organisations sociales et politiques dominantes. Et pendant ces mouvements sociaux, ces grands moments, je veux dire, on n'a pas cessé, enfin les hommes, les femmes et les hommes de ces périodes, de ces époques, n'ont pas cessé d'inventer, n'ont pas cessé de créer des formes nouvelles. Ils n'ont pas cessé de faire effraction dans les catégories morales et esthétiques de leur époque. Je veux dire, 93, il y a une floraison gigantesque d'écriture théâtrale partant du concret, du quotidien, je veux dire. C'est vrai, où le public interpellait l'acteur sur ce qu'il prétendait représenter de tel événement de la Révolution. Voilà. Et moi, je l'ai vécu, ça, mais pas en 1789. Non. J'ai vécu en 1973, dans les usines Chausson, voilà, où je participais à une pièce, une troupe de travailleurs immigrés qui s'appelait Al-Asifa, la tempête. Voilà. Et il y avait dans cette pièce, c'était des sketchs, et il y avait un moment où il y avait un rapport, une confrontation entre un ouvrier immigré et pas le marchand de sommeil, le marchand de travail. Voilà. Et donc il y avait le français, le marchand de travail, moi je jouais le marchand de travail, et puis le copain immigré il représentait, il témoignait de sa propre situation et de sa propre expérience. Et dans la cour de Chausson, il y avait tous les ouvriers réunis, donc il y a ce sketch que nous produisons, et tout d'un coup, il y a un ouvrier qui dit « Non, c'est pas comme ça !» Il se lève, c'est pas comme ça, il vient sur l'espace scénique, il vient et il me dit « Je vais te montrer !» Voilà. Bon, ça, c'était quelque chose qui existait, qui était communément partagé et vécu pendant la période de 93, à travers le théâtre en particulier. Et là, je remonte très loin. Je veux dire, vous prenez les gilets jaunes. J'ai entendu hier une énormité, par exemple, de Madame, je crois que c'est Madame Bachelot, hier soir, sur 28 minutes, qui disait, à propos, il évoquait quand même les gilets jaunes. Et moi, il disait ça n'avait rien créé. Sur le plan culturel. Vous voyez. Et il n'y avait pas de revendication culturelle. Il n'y avait pas de revendication culturelle. Alors que ça n'est qu'une revendication profondément culturelle. Bien comme sûr. si vivre, ce n'était pas de la culture. Ouais. Comme si désirer un autre moment dans ce monde avec les autres, c'était pas de la culture. Oui. Bien sûr. Et un tel mépris. C'est un tel mépris, un déni. Le déni, c'est la négation. On peut toujours parler de négationnisme, mais on a plein de négationnisme par rapport à toutes ces questions-là, vraiment. Moi, j'aimerais bien écouter peut-être un autre poème. Est-ce que tu veux que je lise, moi, ou tu veux lire comme tu veux. Ça m'est égal. Je vais lire. On était sur le... Ah, vas-y. On était sur le... voilà, je tombe dessus. Très bien. C'est sur le déni. Ben oui. Je tombe, vraiment oui. C'est extrait donc de mon dernier recueil qui s'intitule « L'insur est certain ». Ouais. Donc, ce qui n'est pas sûr, c'est l'insur. L'insur est certain, confronté au certain. Et il y a un de ces poèmes qui s'intitule « Du déni ». Vous, déchirés par des tenants d'histoire qui vous ont été écrits, entravés
traînez hors de vos maisons au gré des tanks hurleurs qui détruisent vos sentes. Lacérés de toute votre langue, toute votre longue attente par de fourbes promesses de retour. Malgré tout, vous demeurez debout, au cœur de l'arbre qu'on vous arrache de terre, debout, donnant le sein à vos matins d'exode, gravant de vos sangs la liberté sur le mur d'apartheid. Malgré tout, vous demeurez, offrant à l'horizon vos visages très humbles, d'invaincus, dressés sur leur gisant. C'était en référence aux Palestiniens. Mmh. Fréquence Paris Pluriel, Lire du Dire, émission littéraire sur 106.3 et je suis avec Philippe Tancelin. Alors, guerre partout, atrocité qui continue. Est-ce que tu penses qu'il y a une dynamique littéraire internationale ou une dynamique littéraire tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire, un lieu de résistance face aux atrocités commises un peu, maintenant on peut dire un peu partout sur la planète? Je n'ai pas cessé depuis peut-être pas ma naissance, mais enfin, en tout cas depuis ton effraction. Depuis mon effraction, je n'ai pas cessé d'être convaincu que malgré tous les brouillards, malgré toutes les opacités que l'on peut jeter sur l'histoire, sur le présent, parce que le présent, c'est l'histoire. Hein. C'est lui qui écrit l'histoire qui sera demain. Mmh. Et lui-même, il est écrit par notre Antiquité, oui, par tout ce qui nous a précédés. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, chacun dans son présent porte sa propre Antiquité et l'Antiquité de l'humanité. Mmh. Voilà. Donc je dis, malgré toutes les opacités, j'ai jamais cessé de regarder, de chercher et de trouver sans difficulté finalement, hein, en soulevant simplement quelquefois une page, en soulevant quelquefois un voile, de remarquer qu'il y a des résistances, bien sûr. Enfin, il n'est qu'à voir, il n'est qu'à considérer, prendre en considération le nombre d'émeutes à travers le monde. Il y a un ouvrage qui est sorti, sur lequel avait travaillé un de mes collègues à l'université de Paris 8, et sur les émeutes à travers le monde. Mais c'est gigantesque, le nombre d'émeutes qu'il peut y avoir aujourd'hui, enfin quotidiennement, à travers le monde. Et qui ne sont pas seulement des émeutes de la faim, qui sont les émeutes du désir. Hein, du désir de vivre autrement, dans d'autres gestes, et pour un autrement penser ce monde et le quotidien qu'on nous fait vivre. Donc, cela, je considère que ça ne manque jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours des résistances, toujours des résistances. Alors, à l'intérieur des milieux intellectuels, entre guillemets, tu trouves qu'il y a des résistances Il y en a. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas majoritaires. C'est sûr, elles ne sont pas majoritaires. Elles sont très minoritaires. Elles sont minoritaires. Mais là, ça rejoint déjà ce qu'on a déjà évoqué. C'est-à-dire que les territoires de manifestation sont occupés, là aussi. Ils sont occupés. Si vous prenez le plan culturel, je veux dire, les effets de com, les effets d'annonce, ils sont majoritaires. Et ils sont majoritaires pour nommer ou pour désigner, je veux dire, des expressions ou des créations qui, je veux dire, sont dominantes ou participent ou collaborent aux dominants. Ce qui est minoritaire, ce qui est en résistance, c'est vrai, est minoritaire. Et le rapport de force n'est pas établi, mais le fut-il jamais, sauf à certains moments. Il est invu. Il est invu. Absolument. Mais il n'est pas invisible, il est invu. Et c'est pour ça que quelquefois, souvent d'ailleurs, on est très, y compris les historiens, ils sont très surpris
Hein, tout le monde est pris par surprise. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à l'émeute des jeunes de banlieue il y a 3 mois, il y a 6 mois. On ne s'attendait pas. Et pourtant, il y avait qu'à regarder un tout petit peu. Il y avait qu'à simplement être présent et témoin un petit peu de ce qui se passe dans cette société, pour ne pas être étonné qu'à un moment ou à un autre, il y ait c'était Macchio qui aurait dit, voilà, une effraction, là, une percée de la couche de béton par laquelle on recouvre les voies, une percée de ces voies de l'origine, de l'essentiel en tout cas. Hein. Donc je pense qu'il y a toujours des résistances. Alors c'est vrai, elles ne sont pas majoritaires. Et celles qui sont en moindre nombre, voilà, n'ont pas accès et elles sont inouïes. Elles sont inouïes, elles ne sont pas inaudibles, elles sont inouïes. Elles ne sont pas elles ne sont pas entendues. Mais elles ne sont pas inaudibles. Bien sûr que non. Est-ce que notre histoire littéraire, artistique d'ailleurs, n'est pas fabriquée avec l'invu qui est devenu vu, visible et précurseur et... Bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Ce qui est entre guillemets cultivé aujourd'hui dans la mémoire, dans une bonne partie de la mémoire de l'humanité, je veux dire, était invu quand il a surgi. Mmh. Ou inouï. Ou inouï. Inouï. N'était pas entendu. Hein? Je ne sache pas que Villon était entendu dans son adresse. Je ne sache pas nécessairement que, non, si on prend même des poètes, si on prend, je veux dire, si on prenne des gens comme Lorca, ou des gens comme, je veux dire, à travers en France, même des gens comme Éluard. Si on prend Éluard, maintenant on connaît Éluard très très bien sûr, on prend presque à l'école. Enfin, Liberté, j'écris ton nom, mais il n'y a pas que Liberté. Il y a d'autres poèmes beaucoup plus, je dirais quelquefois même beaucoup plus puissants que cela. Mais je ne suis pas certain qu'il ait été à ce point entendu à l'époque. Non. Sinon de résistants de l'époque, voilà, qui s'en sont emparés ou s'en sont emparés ou pour qui ça a été en tout cas une dynamique pour mener et concrétiser leurs propres actes de résistance. Hein? Il y a des saboteurs pendant la résistance contre l'occupant en France qui allaient saboter avec le cœur allégé par un poème d'Éluard. Donc la poésie participe aussi, elle peut participer. Une certaine poésie peut participer de bien des combats. Justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a un invu et un inouï qui demain n'occuperait pas que le terrain poétique et artistique, mais qui occuperait aussi celui de la politique? Ce que je veux demander c'est est-ce que la poésie, est-ce que l'art mis de côté entre guillemets aujourd'hui ou non considéré comme dont la bien-pensance ne s'empare pas, c'est-à-dire un art alternatif ou est-ce que se fabrique un art qui serait partie prenante dans le politique, c'est-à-dire dans la vie ensemble? Ah, j'en suis convaincu. Il n'émerge peut-être pas, mais il infuse, enfin, il est là, il est souterrain. Il va surgir demain ou après-demain ou un autre jour à travers ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire à travers dans toutes les révoltes, dans toutes les insurrections, les émeutes contre l'oppression, les émeutes, ce que j'appelle les émeutes du désir de vivre, et du désir de vivre et d'être ensemble. Hein, c'est pas seulement vivre ensemble, partager
le verre commun ou le morceau de pain commun, mais c'est être ensemble, c'est-à-dire être, c'est dans sa dimension profondément ontologique, c'est-à-dire de création du sens, d'un sens qui est un sens collectif où le sens de ma vie n'est pas dissociable de la vie de l'autre. Ça, je suis convaincu que ça existe. Bien sûr que c'est souterrain peut-être. Ça n'est pas oui, c'est encore inouï, mais ce sera tout à fait audible à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est pas justement cet espace de l'être ensemble que la langue poétique ouvre? Sans doute, oui. Elle ouvre la. Je veux dire, oui, elle ouvre un espace à partir duquel, voilà, on va pouvoir monter le chapiteau du grand cirque de l'humanité. Mmh. Hein? Ouais. Et où, oui, il y aura des clowns. Il y aura des Augustes, il y aura des clowns tristes, il y aura des clowns gays, il y aura le monde, il y aura l'humanité dans toute sa, enfin, alors, il y a, hein, dans toutes ses potentialités, et qui, à certains moments, voilà, voit ces potentialités éclore et se réaliser de façon peut-être fragmentaire, mais à certaines époques, justement, qui sont les époques des grandes insurrections, c'est plus fragmentaire. D'un coup, ça fleurit, et c'est tous azimuts. Si vous reprenez 1871, la Commune de Paris, en un mois, Ouais. ce que cette population peut inventer et créer, c'est gigantesque. Comme Et ça n'est pas que politique. Enfin, c'est politique, si, bien sûr. Ça n'est que politique. Ça n'est que du politique. Et donc du culturel. Et donc du culturel, c'est indissociable. C'est indissociable. Mais évidemment, c'est pas de la politique. Mais c'est gigantesque. Hein, et on en a hérité quand même, heureusement. Hein. On en a hérité. On en hérite. Hein. Mais c'est vrai que ces héritages, comme disait c'est René Char, il disait, oui, ces héritages sont sans testament. Tu évoques justement ce ferment-là absolument extraordinaire qui surgit, qui se fait jour dans les états de crise. Et je sais que tu as écrit sur la guerre, sur ces atrocités qui se passent en ce moment, notamment sur la guerre en Palestine, israélo-palestinienne. Mais que peut la poésie? Alors, oui, c'est la question. Qu'est-ce qu'elle peut, la poésie? Je pense que dans des situations comme ça de tensions et de conflits internationaux, où la complexité des relations et des rapports de force est telle que là, oui, c'est vrai que la poésie peut, je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut? Elle peut dénouer, en tout cas dans la conscience et dans l'imaginaire de chacun, elle peut dénouer cette complexification dont on disait au début, que Bachelard dit que ça fait obstacle à l'imaginaire. Elle peut dénouer ça par le verbe, c'est vrai. Et en exprimant quoi d'ailleurs? En exprimant l'essentiel. Si on reprenait, parce que tu évoques mes derniers écrits publics sur Gaza, il y a quelque chose que la poésie et qui ne m'appartient pas à moi. Mais qui appartient, mais que peut retrouver en Ukraine aussi, je veux dire, et dans pas mal de conflits actuels. La fierté d'une femme ou d'un homme ou d'un enfant qui, après une journée entière de bombardement, n'est pas mort. Oui. La fierté qu'il a d'avoir survécu 24 heures, lesquelles sont remis en question dans les minutes qui suivent, où chaque instant est à la fois l'émergence
de cette fierté de survivre, et en même temps la menace que cette survie soit éliminée. Cette fierté-là, cette joie-là, parce que c'est de la joie aussi, hein, de pas être mort, d'avoir survécu, de vivre encore, peut-être demain, peut-être après-demain. Je veux dire, ça, oui, la poésie aide à le faire entendre, aide à le faire. Darwish, si vous prenez le poète palestinien, Mahmoud Darwish, ça, je veux dire, c'est d'avoir, non pas célébré, c'est pas une célébration, c'est un rappel permanent de l'humanité à elle-même que, ouais, et oui. la vie, c'est le grand poète, dramaturge, Maïakovski, Oui. qui avait écrit une très belle pièce en 1917 qui s'appelait Mystère Bouffe, que Dario Fo d'ailleurs a remonté après dans les années 68 sous l'intitulé Mistero Buffo. Et Maïakovski, dans cette pièce, je veux dire, il crie cela. Oui, la vie est une grande bouffe, et c'est une grande bouffe qui s'exprime à la fois dans la joie, dans une joie immense, hein, et c'est vrai aussi dans une douleur, non pas de cette joie, mais dans une douleur de ne pas pouvoir profiter plus longtemps ou plus pleinement de cette joie, hein. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas droit au désespoir, on n'a pas droit à la déprime, surtout ici, quand même si c'est pas idéal, loin de là, c'est quand même pas c'est pas Gaza, c'est pas l'Ukraine, c'est non pas plus. Kiev, Ouais. ça va quoi. Je veux dire, faut être sérieux tout de même, hein. Donc on n'a pas le droit à la dépression, on n'a pas le droit au catastrophisme, au fameux collapse là. Ouais. Je veux dire, il y a quelque chose même d'indécent, je trouve. Voilà. Et ce que moi je regrette, tu vois, par rapport à toutes ces situations là actuellement, pas de conflit, mais de guerre, vraiment, de guerre meurtrière. Ah oui, là, oui. Je veux dire, c'est l'absence de solidarité internationale. Absolument. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a montré la désolidarisation, qui a montré le bout de son nez. Et moi, je dirais, je ferais remonter ça à une trentaine d'années déjà. Hein. Mais on peut le voir, on pouvait le voir, je veux dire. Il y avait que le 1er mai où il y avait un peu la vitrine de l'internationalisme. Mais je veux dire, en dehors de ça, je veux dire, où sont les luttes solidaires sur le plan international? Alors qu'on sait très bien qu'avec les capacités du monde libéral, ultralibéral, Ouais. je veux dire, il y a qu'un moyen de gagner. Je veux dire, c'est la solidarité internationale. Hein? Mais cette solidarité, est-ce elle se développe pas justement dans des communautés internationales d'artistes? C'en est un des moments, un des espaces d'expression, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Qui devra gagner le politique. Qui est politique? Ouais. Qui est politique? Oui, Qui est politique? prendre peut-être gagner la politique, place. la scène politique? Non, je pense qu'elle la gagnera pas. Elle gagnera pas la scène politique. Ou elle la Prendre la renversera. place. La renversera. Voilà. La renversera. Ouais. En la renversant, elle trouvera quelque chose d'autre. Il faudra qu'elle trouve quelque chose d'autre. Ah, ça, c'est clair qu'il faudra inventer. Absolument. Inventer. Absolument. Ouais. Mais c'est... Oui, c'est Montesquieu, je l'ai cité d'ailleurs, hein, voilà, qui disait que voilà, toute atteinte qui est portée à un homme, à sa liberté, enfin un homme au sens générique du terme, bien sûr, un homme à sa liberté, à ses désirs ensemble, d'être ensemble, je veux dire, c'est une menace pour les autres. C'est évident. Ouais.
Donc la loi Darmanin, c'est une menace aux Français. Oui. C'est pas une menace seulement aux immigrés. C'est une menace aux Français. Hein. Bien sûr. Et ça, moi, j'ai connu comme une période, les années 70, c'est-à-dire où la solidarité entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés était réelle. Et ce qui a pu être acquis par les travailleurs français dans les usines après 68, dans les années 70 jusqu'en 76 pratiquement, ça a été acquis à la force des luttes solidaires entre les immigrés et les Français. Les luttes des immigrés permettant aux Français de se lancer, et la lutte des Français permettant aux immigrés eux-mêmes de se lancer. Il y avait une émulation, respective. Voilà. Et donc, couper ça, séparer ça, fragmenter ça, mais ça, c'est un des boulots de l'idéologie dominante, hein, c'est la fragmentation. Donc, fragmenter ça, évidemment, ils ont réussi quelque chose, c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus de lutte solidaire, quoi. Tu nous lirais pas un dernier poème? Un dernier poème. Ah bah oui. Bien sûr, un poème. Toujours de ton dernier livre paru chez l'Harmattan. Oui, tout à fait. De l'insure et certain. De l'insure et certain. On va passer à un autre registre, celui de la rencontre. Ah. J'ai tant cherché de toi l'avant-coureur, le fruit de plein soleil, à même les mains inquiètes de la fraîcheur du soir. J'ai tant cru en toi l'arche impatiente de volupté, sur tes courbes à nu dans la nuit prolongée. J'ai tant loué de toi sous le calme ciliaire, la valse des dauphins, et dans tes yeux à flot, saisi l'inaltéré désir de liberté, bouleversant l'accompli des choses muettes. J'ai tant désiré de toi par les mers intérieures retrouver les grands temps du chemin des sirènes convergeant vers le large, insoumis à un visage. J'ai tant voulu de toi, à ton sein de rosée confidente, raviver la veilleuse des partages, quand le silence égrène, présence à présence, l'énigme de beauté qui nous part d'absolu. Je mesure tant de toi l'hypothèse d'un jour effeuillant l'irréel sur les genêts en flammes, suivant l'oiseau à l'ivresse de l'eau en ses reflets affolés, et ensemble, nous porterons la sève au bois tourné. Mais je sais trop de nous, ces temps de silence, que la vie et la mort appareillent en soldats, sans ciel, sans terre ni pays d'outre-monde, seuls à une table d'hôtes qui nous rapproche d'une insondable identité. Alors, d'un signe arraché à nos fers, le bonheur revient par tous ces contes laissés. Merci beaucoup. Et puis merci d'être venu sur Fréquence Paris Pluriel, évoquer la poésie, écrire, résister. Tout ça, c'est résister. Ah, tout à fait. Voilà. Oui. Et un prochain livre bientôt ou... Oui, en cours déjà. Ah. Moi, je n'ai jamais de projet, je n'ai que des chantiers. Bon, alors des chantiers. J'ai 2 chantiers. Bon, magnifique, un chantier bientôt abouti, 2 chantiers bientôt aboutis. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Carole.